Bonjour, bienvenue dans notre émission Rencontre. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Bernard Robinson. Bernard Robinson, bonjour. Bonjour. Bernard Robinson, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aurais bien voulu faire un petit peu votre palmarès et dire un petit peu qui vous êtes pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore. Donc vous êtes Bernard Robinson, docteur en psychologie, psychanalyste, professeur d'histoire des psychothérapies à l'Université de Louvain, professeur de psychologie clinique et psychopathologie dans l'enseignement supérieur social. Vous pratiquez la psychanalyse en privé et dans les institutions de soins depuis 40 ans. Vous êtes aussi auteur de 4 livres sur la clinique psychanalytique et la transmission clinique, titre de votre prochain livre, de votre dernier livre, qui sortira bientôt. C'est un beau palmarès. Mais vos activités ne s'arrêtent pas là. Vous êtes à l'origine d'un projet très intéressant, c'est offrir à Liège l'occasion de rencontrer gratuitement un psychanalyste. Vous pouvez nous dire à qui s'adresse cette offre? Ça s'adresse à des gens dont on dit habituellement qu'ils sont sans ressources. La subtilité, c'est que je me suis mis à réfléchir au mot sans ressources. Habituellement, quand on parle des gens sans ressources, on dit qu'ils n'ont pas de ressources pécuniaires, ils n'ont pas d'argent. Je ne crois pas que les gens à qui s'adressent ces rencontres sont seulement sans ressources d'un point de vue financier. Je pense qu'ils sont aussi sans ressources d'un point de vue social et d'un point de vue psychologique. La preuve, c'est qu'ils pourraient s'adresser à des centres de planning familial ou de santé mentale et ils n'y vont pas. Ils n'y vont pas parce qu'il y a toute une démarche, il y a toute une structure, il y a toute une série de contraintes. Or, ce que moi, je pense qu'il faut leur proposer, si on tient compte de ces 3 points de vue, sans ressources financières, sans ressources psychologiques et sans ressources sociales, c'est-à-dire sans possibilité de faire une démarche personnelle, c'est quelque chose de très ponctuel, presque sur un coup de tête, souvent par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, d'aller rencontrer quelqu'un sans engagement, une fois. Après cet entretien, peut-être que d'autres choses pourraient éventuellement se passer. Vous dites justement, soit ils sont trop démunis, soit c'est trop cher, soit aussi ils ne connaissent pas la différence entre un psychologue, un psychiatre, un psychanalyste. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne connaissent pas la différence. Vous pouvez un petit peu préciser chacun de ces points? En fait, c'est surtout des titres. Le psychologue, c'est celui qui a fait une licence en psychologie, qui est maintenant reconnu par l'État et subsidié. Donc, ne peut porter ce titre que celui qui a fait la licence. Le psychothérapeute, c'est n'importe qui pratique une psychothérapie, mais sa formation peut être de médecin psychiatre, psychologue éventuellement. Et il y a des tas de psychothérapeutes qui ont d'autres formations de base et qui ont fait une formation pour aboutir à cette pratique de psychothérapeute. Le psychanalyste, moi j'ai l'habitude de dire, c'est une des psychothérapies possibles. La formation s'ouvre à n'importe qui, la plupart du temps des médecins psychiatres et des psychologues cliniciens. Et donc qui ont suivi un cursus de formation dont l'essentiel est la cure analytique qu'ils ont eux-mêmes suivie pour eux-mêmes. Donc c'est la seule formation en psychothérapie où on dit tu veux devenir psychanalyste, eh bien commence par en faire une toi-même. Mais c'est une superbe initiative, mais pensez-vous que ces personnes qui sont en décrochage avec la société, avec eux-mêmes, même si c'est gratuit, est-ce qu'ils pourront, est-ce qu'ils feront une telle démarche? C'est une des questions que je vais traiter dans la conférence. Et c'est vrai que la question m'a été posée plusieurs fois. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui sont dans cette situation qui ne feront pas la démarche. Parce que pour eux, faire une démarche, c'est difficile. C'est la raison pour laquelle la conférence ne s'adresse pas à eux, mais à tous les relais sociaux ou, avec ces relais, peut-être suggérés par un médecin, suggérés par une assistante sociale, suggérés par un éducateur social, qui éventuellement les amènera au lieu de rendez-vous, ils pourraient venir et on espère que s'ils sont amenés à cet entretien, quelque chose peut se passer dans cette rencontre, qui sera pour eux nouveau, c'est-à-dire où ils vont être entendus dans ce qu'ils ont de plus important à dire et qui les concerne. Donc l'idéal, en fait, c'est
une plus grande collaboration entre les travailleurs sociaux qui travaillent sur le décrochage social et les psychologues qui travaillent sur le décrochage psychologique. Mais c'est possible cette collaboration? Oui. En fait, l'expérience se fonde sur l'expérience française qui existe depuis 10 ans, où j'ai consulté leur site et leurs articles. Par exemple, à Albi, qui est quand même une petite ville beaucoup plus petite que Liège, ils ont 700 consultations par an, ça fait quand même 2 par jour. Gratuites. Alors, ce qui m'a frappé dans ces différents sites, il y en a à Paris, il y en a à Marseille, il y en a à Toulon, il y en a partout, principalement par une des écoles de psychanalyse, plutôt l'acadienne en France. Ils sont tous insérés dans des groupements d'action sociale. Donc ils se sont tous insérés là-dedans, c'est-à-dire soit le planning familial si c'est en Belgique, ou soit du travail social de quartier. Ils sont dans ces maisons-là, c'est dans ces lieux-là où sont les travailleurs sociaux qu'ils vont implanter une consultation gratuite. C'est eux qui les orientent alors vers le psy éventuel. Puis j'ai vu à Albi, il y a une sorte de consultation sociale où les gens peuvent venir pour régler des problèmes médicaux, administratifs, de loyer, enfin n'importe quoi, du travail social. Et il y a un cabinet de psychanalystes. Ils disent, tiens, qu'est-ce que c'est ça? On leur dit, ben, si tu veux, tu peux prendre rendez-vous. C'est-à-dire, ils sont en contact direct avec la possibilité d'une rencontre. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux idées qu'ils se sont faites à propos de la psychanalyse, parce que tout le monde s'est fait des idées, on s'est construit l'idée que c'est quelque chose de difficile, 3 ou 4 fois par semaine pendant des années. Ici, pas du tout, c'est une rencontre. On propose une rencontre avec un psychanalyste. Et c'est ça qui est nouveau dans l'expérience française, c'est que des psychanalystes sortent du champ aseptisé de leur cabinet pour aller rencontrer les problèmes sociaux là où ils se trouvent. C'est pour ça qu'à Liège, on a cherché un lieu où effectivement ça pouvait se faire et qu'on est tombé sur l'espace laïcité qui a à Liège. Mais ça pourrait être un autre. D'ailleurs, il n'est pas impossible qu'on puisse aussi inaugurer l'expérience dans d'autres lieux de travail social. Par exemple, il y a le travail social le plus important pour le moment, comme vous le savez, c'est le travail autour des migrants et de la migration. Il y a un travail social énorme. Il n'est pas exclu qu'un local puisse être disponible dans ces lieux-là pour qu'il y ait une rencontre avec un psychanalyste. Vous dites aussi, le but, c'est de traduire les demandes implicites de la personne en souffrance. Vous pouvez préciser comment arriver à... Oui, comment arriver, ça c'est la question de la formation du psychanalyste et de sa manière d'écouter. C'est plus que ces demandes implicites, c'est ces demandes inconscientes. Ça veut dire que l'entretien, parce qu'après un entretien, il peut y avoir un deuxième, éventuellement un troisième, il n'y a pas de règle, c'est pas fixé, c'est au cas par cas, c'est le principe même de la clinique. C'est que quelque chose puisse se passer dans la parole qui vient du demandeur, parce que s'il est là, c'est qu'il est quand même en demande ou en attente de quelque chose, qui le confronte à ce qui, chez lui, fait obstruction pour la réalisation de lui-même. Par exemple, il y a un exemple assez frappant qui frappe tout le monde quand on entend parler à la télévision, ce sont les sans-abri. On s'aperçoit dans toutes les villes du monde, en tout cas les villes occidentalisées, un sans-abri, parfois on lui offre un abri, il ne veut pas y aller. Ça veut dire quoi? Alors qu'on lui offre, ça veut dire qu'il y a des freins inconscients. Il y a quelque chose en lui qui l'en empêche. Alors on ne peut pas en faire une théorie, c'est au cas par cas. Alors d'ailleurs, on a vu que les services médicaux et sociaux ont accepté ça, alors que les politiciens, ils ont du mal à accepter. On leur donne de l'aide, ils n'en veulent pas, mais qu'ils aillent se faire voir. Mais pas du tout, c'est pas là la question. La question, c'est qu'il y a un frein en eux. Et donc, si on ne se met pas, alors que font les services sociaux et médicaux? Ils apportent les soins là aux sans-abri, là où ils sont, de l'eau, de ce qu'il faut, des couvertures. Par exemple, ici à Liège, ça se fait aussi avec les sans-abri. On leur apporte des couvertures, des baskets, parce que là où ils sont le plus démunis, c'est au niveau des chaussures, des bottines, des bottes fourrées, des choses comme ça. Ce qui n'a jamais été fait par rapport à cette population-là, où on leur apporte une aide sociale, socio-médicale, très matérielle, c'est de se dire, tiens, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui en vous fait obstacle à aller au-delà de l'état dans lequel vous vous mettez? Il y a une situation extrêmement intéressante avec laquelle j'ai été mise en contact par une jeune psychologue clinicienne qui travaillait à Paris,
tous les matins, quand elle allait travailler, elle voyait un homme qui était assis dans la terre à la sortie des voies de chemin de fer. Et il avait des cheveux qui lui tombaient sur les yeux. Et il avait une pancarte. J'ai faim, mais j'ai honte. Et elle s'est mise à réfléchir, mais c'est quoi cette honte? Il a faim, bon, on peut lui donner de l'argent, mais c'est quoi cette honte? Et alors, elle s'est dit, ça, c'est notre travail de psychanalyste. C'est d'essayer, au cas où il pourrait arriver qu'une rencontre ait lieu, essayer de rejoindre avec lui ce point-là, où généralement les travailleurs sociaux ne s'occupent pas de ça. Ils vont s'occuper de lui donner, de faire en sorte. Et il faut le faire. La question n'est pas de le faire à la place, non, il faut le faire. Mais aussi, il faut qu'il y ait un lieu, une possibilité, qu'on écoute quelque chose qui est étonnant, hein, c'est qu'il dit qu'il a faim, qu'il a honte. Ben, s'il a honte, qu'il n'y soit pas, alors qu'il n'aille pas. Ben, justement, c'est là l'énigme. Et c'est cette énigme-là qu'on voudrait essayer de rejoindre, au cas où il serait disposé à en parler. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une écoute tout à fait spéciale, qui est l'écoute du psychanalyste. Il est possible de faire un pas seul, en groupe ou alors en milieu hospitalier. C'est trois formes d'aide. Oui. Le milieu hospitalier, donc cette forme-là existe. Je travaille avec un certain nombre de collègues qui travaillent avec ces gens-là. Ce serait, je dirais, ça c'est la troisième possibilité, quand ces entretiens ont eu lieu, quand un certain travail a eu lieu, qui peuvent alors être en état de demander de l'aide médicale, par exemple, au cas où ils ont besoin d'une aide médicale. Quand ce sont des toxicomanes notamment, ils ont besoin d'abord d'une aide médicale, ça paraît évident. Si ce sont des psychotiques, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont dans cette situation-là, qui ont une allure plutôt psychotique, ils ont besoin d'une aide psychiatrique adéquate, mais ils ne sont pas à même d'aller la chercher. Et donc après ces entretiens, il n'est pas exclu qu'en effet, et peut éventuellement un travail en groupe dont je vais reparler, il n'est pas exclu qu'ils soient accueillis dans un service hospitalier de psychiatrie où ils peuvent passer une semaine ou deux pour refaire le point et voir quel type, quitte à ce qu'ils retournent dans la rue après éventuellement, quitte à ce qu'éventuellement, s'ils ont un peu évolué dans leur psychose, si c'est une psychose, ou s'ils ont fait une cure de désintoxication si c'est nécessaire, qu'ils puissent eux-mêmes se dire, tiens, si je prenais ma vie en charge, si j'essayais d'avancer autrement qu'en restant là où je suis, sans aide. Donc là, le travail de psychologue, ce serait peut-être de faire ce déclic pour la démarche d'aller plus loin. Il y a des clics qui les mettent en route. Alors, en fait, le déclic n'est pas de les convaincre d'eux, ce que souvent les services sociaux ont essayé de faire, mais maintenant, en tout cas à Paris, ils ne le font plus. Ils ont compris qu'il ne faut pas essayer de convaincre l'autre, que plus on essaye de le convaincre, plus il s'enfonce. Mais que dans la rencontre, s'il s'aperçoit qu'il est entendu, je dirais presque dans le non-sens de ce qu'il a à dire, alors peut-être que le déclic peut se faire, qu'il se dise, tiens, peut-être ce serait mieux que je n'en reste pas à ce niveau-là de ma vie et que j'aille vers quelque chose qui soit un petit peu plus confortable. Parce que c'est quand même pas très confortable, ce qu'ils vivent. En tout cas, je parle des sans-abri et des migrants, c'est pas du tout confortable. Mais quelquefois, on s'aperçoit qu'ils sont... Par exemple, les migrants, prenons un autre exemple, les migrants, ils sont butés comme c'est pas possible. C'est ça qu'on veut essayer de, non pas seulement de comprendre, mais de rejoindre. Pourquoi, malgré toutes les souffrances, tout ce que ça leur coûte, veulent-ils absolument aller en Angleterre, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux pour eux. Mais ça, ils ne peuvent pas l'entendre. Donc il y a quelque chose en eux, et s'ils pouvaient le dire à quelqu'un, et que le déclic puisse se faire à l'intérieur d'eux-mêmes, que peut-être s'ils voulaient rentrer dans un cadre adéquat dans un autre pays, en France ou en Belgique, peut-être ça pourrait être aussi bien, et ils seraient à l'abri des difficultés dans lesquelles ils étaient dans leur propre pays. Mais c'est exactement ça, c'est un déclic qui peut avoir lieu. Et on s'aperçoit parce qu'en fait le modèle psychopathologique qui me sert de référence, c'est le modèle de la psychose. On s'aperçoit, parce qu'ils sont pas psychotiques tous, mais ils sont tous proches de ce fonctionnement-là. C'est-à-dire où il y a une espèce de perte de l'identité, de perte de la subjectivité. On parle de désubjectivation. Et donc de retrouver le chemin d'assumer ce qu'ils sont, de leur propre désir, eh bien on s'aperçoit avec les psychotiques quand ils viennent, parce que les psychotiques ils viennent ou ils ne viennent pas en thérapie, à un moment donné, à une séance, il y a une espèce d'illumination, quelque chose a été entendu et un déclic qui se fait, il dit je vais changer ça dans ma vie. Et quel conseil donneriez-vous justement pour
aider ces gens à franchir la porte du psy? Mais ça, c'est tout le travail des travailleurs sociaux. Je les connais bien parce que pendant 40 ans, j'ai enseigné aux assistants sociaux et aux éducateurs sociaux. C'est tout leur travail, qui est un travail sur le terrain. Ils sont sur le terrain. J'ai des étudiants, par exemple, qui ont travaillé au NI ici à Liège pendant la nuit où ils étaient à rencontrer les prostituées et les prostituées et d'essayer, au cas si c'était nécessaire, de les amener à l'espace Saint-Jean où il y avait une aide médicale, sociale, etc. C'est le contact et il fallait aller les chercher la nuit quand ils étaient désemparés vers 3-4 heures du matin. C'est ça le travail social. Et de les amener d'abord dans un lieu de réconfort parce que l'espace est un lieu de réconfort et à partir de là, éventuellement, une aide médicale, une aide sociale s'ils ont des problèmes de loyer ou d'héritage, je ne sais pas quoi, enfin des aides financières, et alors une aide psychologique où, dans ce contact-là, dans cette ambiance-là, l'assistante sociale pouvait dire est-ce que vous n'iriez pas à tel endroit pour rencontrer un psychanalyste et parler de tout ça parce que vous me dites que vous êtes emberlificoté dans des problèmes. Donc c'est eux qui servent de relais. Mais ça, c'est leur métier. Donc ils ont appris pendant 3 ans, mais maintenant 4 ans, ils ont appris à faire ce travail-là que tout le monde ne sait pas faire si on n'a pas été formé à le faire. Mais leur métier, c'est d'aller sur le terrain, c'est d'être sur le terrain. C'est de vivre, hein, la personne dont je vous parlais, son travail, c'est toutes les nuits. Elle était dans le quartier à Liège, il y avait des prostituées, elle était là sur place, elle allait dire bonjour à gauche, à droite, et elle savait bien, les prostituées, ou les prostituées, parce que c'est des jeunes garçons, elle savait bien qu'une telle allait passer, qu'éventuellement, s'il y a un problème, on peut alors à l'espace Saint-Jean, et de là, on peut avoir une tasse de café, et ainsi de suite, il y a quelque chose. Mais ça, c'est vraiment le travail social sur le terrain. Donc c'est une première étape en fait d'une relation de confiance avant d'aller plus loin, quoi. Dans le titre de ma conférence, j'ai introduit 2 mots qui me paraissent vraiment très importants, c'est dignité et responsabilité. Alors je pense qu'on peut dire des gens qui sont dans cet espace de décrochage social et psychologique, qu'ils ont perdu ces 2 choses-là, ils ont perdu leur dignité et à leurs propres yeux et aux yeux du public, ils ont perdu leur dignité. Et on peut dire aussi qu'ils ont perdu la responsabilité d'eux-mêmes. Ils ne sont plus responsables d'eux-mêmes. Et alors, être responsable de soi, ça veut dire avoir du répondant, pouvoir être garant. On peut compter sur eux, on ne peut plus compter sur eux. Ils ne peuvent même plus compter sur eux-mêmes d'une certaine façon. Et donc, dans ces espaces-là, c'est des lieux où on peut de nouveau avoir accès à la dignité de soi-même, c'est de dire j'existe et j'ai une certaine dignité, une certaine valeur, et progressivement, parce que l'un ne va pas sans l'autre, de retrouver la responsabilité de soi-même. Alors il faut faire attention à ce mot-là, parce que la responsabilité, il y a une conception très normative qui implique de payer ses impôts, de payer son loyer, de payer le gaz, l'électricité. Alors, moi en psychologie, ce n'est pas de ça dont je parle. La responsabilité, c'est pouvoir être à égalité dans une relation sociale. C'est-à-dire que si je peux compter sur lui, il peut compter sur moi. Il y a une espèce de réciprocité. Être responsable de quelqu'un, c'est-à-dire être garant pour quelqu'un. Eux ne sont plus garants pour eux-mêmes, ni pour personne. Et donc de retrouver par la dignité cette possibilité qu'on puisse compter sur eux. Moi je constate que c'est ce que les œuvres caritatives du 19e siècle ont fait. C'est Vincent de Paul, c'est ce qu'il a fait. L'abbé Pierre, c'est ce qu'il a fait. Les compagnons d'Emmaüs, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont recréé des conditions de vie sociale où on pouvait compter les uns sur les autres. C'est quand même l'histoire des compagnons d'Emmaüs, c'est quand même assez extraordinaire cette histoire-là. C'est des gens qui étaient complètement paumés, ils étaient dans la rue. On a recréé des conditions de logement minimum où ils pouvaient, avec des vieux meubles, rafistoler, les revendre. C'est-à-dire de retrouver une existence sociale de responsabilité. Limitée. Ça ne veut pas encore dire assumer sa vie de façon autonome avec son loyer, avec son salaire, etc. Mais au moins, c'est de retrouver cette dignité-là et cette responsabilité-là, où il y en a un qui fait les meubles, il y a un autre qui les conduit, il y a un autre qui va chercher dans les centres les vieux meubles abandonnés. Donc le travail est réparti, ils peuvent compter les uns sur les autres. Il y en a un qui fait la cuisine, il
il y en a un qui fait les couvertures pour pouvoir dormir, etc. C'est-à-dire on recrée un tissu social où les gens peuvent compter les uns sur les autres. Ça, c'est du travail social, ce qui est souvent méconnu. Hein. Cette conférence que vous allez donner à l'espace de la laïcité, est-ce que vous êtes entouré avec d'autres spécialistes? Oui, alors il m'a semblé que pour pouvoir engager une discussion, il fallait qu'il y ait ce qu'on appelle des répondants. Alors, il y aura Philippe Mersenier qui s'occupe beaucoup de gens migrants qui s'engagent comme un fou, je dirais, à essayer. Il m'a dit, quand je l'ai rencontré, je suis toujours dans mon sac à dos avec 2 sacs de couchage et 3 paires de baskets. Il est à gauche et à droite pour essayer de... Alors lui, il est engagé à fond, à plein dans le travail social. Ça me paraissait important qu'il y ait quelqu'un de ce registre-là. Alors j'ai invité deux autres collègues, une psychanalyste, une psychiatre psychanalyste, Manuel Krils, qui depuis toujours dans son travail de médecin psychiatre et psychanalyste est engagée aussi, elle a la sensibilité de ce que c'est que la précarité sociale. Et donc elle me répondra, elle relancera la discussion de ce côté-là, du côté de son métier de psychanalyste psychiatre, donc par exemple qui connaît bien la dégringolade psychotique, hein, donc on pourra en parler, parce que quand même les travailleurs sociaux me signalent qu'il y a quand même beaucoup de gens dans la rue qui ont un fonctionnement d'allure un peu psychotique. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne faut pas trop les brusquer, parce que si vous les brusquez, ils vont décompenser. Et j'ai invité une philosophe qui était une de mes collègues à l'école d'éducateurs, Patricia Palermini, parce que ça me paraît toujours nécessaire quand on se met à manier des concepts tels que normalité, dignité, responsabilité, qu'il y ait un éclairage philosophique, parce que les concepts ne se construisent pas n'importe comment. Nous, les psychanalystes, on les a construits d'une certaine façon. On a dû les modifier en s'inspirant de la philosophie. Et comme Patricia a enseigné dans le domaine du travail social, je pense qu'en tant que philosophe, elle est très ouverte à ces concepts qu'on utilise, et donc d'apporter sa réflexion à partir de ce que... Et puis il y aura les participants qui seront probablement des travailleurs sociaux, qui sont dans les organisations, qui côtoient les gens dont on parle. Et donc cette conférence, elle a lieu à l'espace de la laïcité? Oui, 86 boulevard d'Avoie, qui est une dépendance du Centre d'action laïque. Donc le vendredi 22 février, l'accueil est à 6h et la conférence à 6h30. Elle ne sera pas longue, hein, je vais parler 3/4 d'heure maximum, de telle manière qu'il y ait une discussion et qu'après on puisse encore aller manger une pizza quelque part. Ben voilà, le rendez-vous est pris, Bernard Robinson. Merci pour ce témoignage, parce que vous savez que l'ADN de TV Wallonie, c'est justement une TV proche des gens. Et votre initiative va vraiment dans le même sens. C'est moi qui vous remercie. Merci. Voilà, si vous avez un témoignage, si vous voulez faire connaître votre actualité, vos projets, rejoignez-nous tvwallonie.be. À bientôt.